Dans les décombres calcinés de la villa Bécaud, à Boulogne-Billancourt, les pompiers ont découvert quelque chose que la famille a tenté de dissimuler pendant des semaines. Ce n'était pas un objet, c'était un document, un testament manuscrit daté de 2018, un an avant l'incendie qui a coûté la vie à Anne Bécaud, la fille cadette du monsieur 100 000 volts. Dans ce testament, Gilbert Bécaud, mort depuis 2001, semblait prédire la tragédie. Il écrivait, de sa main tremblante, « Cote 0. Cette maison porte un poids que j'ai créé. Que personne n'y vive seul, que personne n'y reste après moi, car ce qui s'est passé entre ces murs ne doit jamais se répéter. » Cote. Les experts en graphologie ont confirmé l'authenticité de l'écriture. Mais comment Gilbert pouvait-il savoir, 18 ans avant sa mort, que sa propre fille périrait exactement là où il avait vécu ses plus grands triomphes et ses plus noirs secrets? Qui d'autre connaissait l'existence de ce testament? Pourquoi la famille Bécaud a-t-elle gardé le silence sur ce document pendant près de 20 ans? Et surtout, qu'est-ce qui s'était réellement passé dans cette villa pour qu'un père supplie ses enfants de ne jamais y retourner? Parce que le soir du 23 juillet 2019, quand les flammes ont dévoré la demeure familiale, Anne Bécaud était seule à l'intérieur. Seule, malgré les avertissements. Seule, malgré la malédiction. Seule, comme si quelque chose l'avait appelée. Lorsque les sirènes des pompiers ont déchiré la nuit paisible de Boulogne-Billancourt ce 23 juillet, les voisins de la villa Bécaud ont d'abord cru à un feu de jardin qui aurait mal tourné. L'été était sec, caniculaire, le genre d'été où la moindre étincelle peut transformer un quartier entier en brasier. Mais quand ils sont sortis sur leur balcon et ont vu les flammes oranges et rouges qui jaillissaient des fenêtres du premier étage, quand ils ont entendu le craquement sinistre des poutres centenaires qui s'effondraient, ils ont compris que ce n'était pas un accident ordinaire. C'était quelque chose de plus profond, de plus sombre, de plus ancien. La villa Bécaud, cette bâtisse majestueuse construite dans les années 50, qui avait abrité tant de fêtes légendaires, tant de nuits où le champagne coulait à flots et où les plus grandes stars de la chanson française se pressaient pour être vues aux côtés du maître, cette villa qui avait été le symbole même de la réussite et du glamour, était en train de mourir. Et avec elle mourait Anne Bécaud, 54 ans, la fille que Gilbert avait eue avec sa deuxième épouse, Kitty St. John, la femme qu'il avait aimée avec une passion dévorante et destructrice. Les pompiers ont mis 3 heures pour maîtriser l'incendie. 3 heures pendant lesquelles les flammes ont tout dévoré. Les meubles d'époque, les tableaux de maître, les disques d'or accrochés au mur, les photographies jaunies qui racontaient l'histoire d'une famille qui avait tout eu et qui, peu à peu, avait tout perdu. Quand ils ont enfin pu pénétrer dans ce qui restait du salon principal, ils ont trouvé Anne. Elle était allongée près de la cheminée, recroquevillée en position fœtale, comme si elle avait cherché à se protéger d'une menace invisible. Son corps était carbonisé, méconnaissable, mais les enquêteurs ont pu l'identifier grâce aux bijoux qu'elle portait. Une bague en or avec les initiales GB, un cadeau de son père pour ses 18 ans, et un collier de perles que Gilbert avait rapporté d'une tournée au Japon dans les années 70. Ce qui a troublé les pompiers, ce qui les a empêchés de dormir pendant des semaines, c'est l'expression sur ce qui restait de son visage. Malgré les ravages du feu, malgré la destruction totale des traits, il y avait quelque chose dans la position de la mâchoire, dans l'angle de la tête, qui suggérait non pas la panique, non pas la terreur, mais une forme d'acceptation. Comme si Anne avait su, comme si elle avait attendu ce moment. L'enquête officielle a conclu à un accident. Un court-circuit électrique dans le système de chauffage vétuste, aggravé par la canicule et l'absence d'entretien régulier de la propriété. La maison était restée inhabitée pendant de longues périodes depuis la mort de Gilbert en 2001. Les héritiers se disputaient sur la succession. Personne ne voulait vraiment vivre là, mais personne ne voulait non plus vendre. C'était comme si la villa était devenue un fardeau, un poids mort que la famille traînait sans savoir qu'en faire. Anne était la seule qui revenait régulièrement. Elle y passait des week-ends, seule, sans prévenir personne. Ses frères et sœurs trouvaient cela étrange, morbide même. Pourquoi vouloir dormir dans cette maison pleine de fantômes, pleine de souvenirs douloureux,
pleine de secrets que tout le monde préférait oublier. Mais Anne ne répondait jamais à leurs questions. Elle se contentait de sourire, de ce sourire triste et lointain qu'elle avait développé au fil des années, et disait simplement « J'ai besoin d'être près de lui. J'ai besoin de comprendre. Quoi dois-je comprendre quoi? C'est la question que tout le monde s'est posée après sa mort. Comprendre quoi, Anne? Qu'est-ce que tu cherchais dans cette maison? Qu'est-ce que tu espérais trouver dans les cendres du passé? Parce que ceux qui connaissaient Anne, ceux qui l'avaient vue grandir dans l'ombre écrasante de son père, savaient qu'elle n'avait jamais réussi à faire son deuil. Pas seulement le deuil de Gilberte, mort d'un cancer du poumon à 74 ans après avoir fumé 3 paquets de cigarettes par jour pendant 50 ans, mais le deuil de l'homme qu'il aurait pu être. Le deuil du père qu'il n'avait jamais été, le deuil de l'amour qu'elle avait désespérément cherché et qu'elle n'avait jamais reçu. Gilberte Bécaud était un géant, un titan de la chanson française, l'homme qui avait fait danser la France entière avec mes Côte 4 et maintenant Côte Nassau, qui avait fait pleurer des millions de gens avec Côte 6, Je t'appartiens, qui avait incarné la joie de vivre, l'énergie débordante, la passion dévorante. Sur scène, il était électrique, magnétique, irrésistible. On l'appelait Monsieur 5000 volts parce qu'il ne tenait jamais en place, parce qu'il sautait, courait, se jetait dans le public, parce qu'il vivait chaque chanson comme si c'était la dernière. Mais à la maison, dans l'intimité de cette villa de Boulogne-Billancourt, Gilbert Bécaud était un homme différent, un homme tourmenté, un homme rongé par des démons qu'il ne parvenait jamais à exorciser complètement. Un homme qui buvait trop, qui criait trop, qui exigeait trop. Un homme qui aimait ses enfants à sa manière, c'est-à-dire de loin, avec des gestes grandioses et des absences interminables. Anne était née en 1965, au sommet de la gloire de son père. C'était l'année où Gilbert avait rempli l'Olympia pendant 3 mois consécutifs, l'année où il avait vendu plus de 2 millions de disques, l'année où il était devenu une légende vivante. Mais pour Anne, cette gloire n'était qu'une abstraction. Ce qu'elle connaissait, c'était l'absence. L'absence d'un père toujours en tournée, toujours en studio, toujours ailleurs. Ce qu'elle connaissait, c'était le silence de cette grande maison quand Gilbert n'était pas là, et le chaos quand il revenait. Parce que quand Gilbert rentrait, il ramenait avec lui tout un cortège, des musiciens, des producteurs, des journalistes, des admirateurs, des maîtresses. La villa se transformait en une sorte de cour royale, où Gilberte était le roi et où tout le monde devait se plier à ses caprices. Les enfants, Anne et ses frères et sœurs, étaient relégués au second plan, des figurants dans le grand spectacle de la vie de Gilberte Bécaud. Kitty St. John, la mère d'Anne, avait essayé de protéger ses enfants de ce tourbillon. Kitty était une femme belle, élégante, d'origine anglo-irlandaise, qui avait rencontré Gilbert lors d'une tournée à Londres dans les années 50. Elle était tombée amoureuse de l'artiste, de l'homme qui montait sur scène et faisait vibrer des milliers de personnes. Mais elle avait épousé l'autre Gilberte, celui qui descendait de scène et qui ne savait plus qui il était. Kitty avait tenu bon pendant 20 ans, élevant les enfants, gérant la maison, souriant aux photographes, jouant le rôle de l'épouse parfaite. Mais en 1985, elle avait craqué. Elle avait demandé le divorce, pris les enfants et était partie vivre à Londres. Gilberte n'avait pas protesté. Il était déjà passé à autre chose, à une autre femme, à une autre vie. Pour lui, les gens étaient interchangeables. Seule la musique était éternelle. Anne avait 20 ans quand ses parents ont divorcé. 20 ans, l'âge où l'on est censé construire sa vie, trouver sa voie, devenir soi-même. Mais Anne était perdue. Elle avait grandi dans l'ombre d'un géant, et maintenant que ce géant s'éloignait, elle ne savait plus où se tourner. Elle avait essayé de suivre les traces de son père, avait pris des cours de chant, avait même enregistré quelques démos. Mais sa voix, bien que jolie, n'avait pas la puissance, pas le feu, pas cette étincelle qui fait qu'une chanson devient inoubliable. Et Gilberte, avec sa franchise brutale, le lui avait dit. « Écoute, tu chantes bien, ma chérie, mais tu ne chantes pas assez bien. Pas pour ce métier, pas pour survivre dans cette jungle. » Côte 9. Ces mots avaient là briser quelque chose en Anne. Pas seulement son rêve de devenir chanteuse,
mais son espoir d'être reconnu par son père, d'être vue par lui, d'exister à ses yeux. Après cet échec, Anne avait dérivé. Elle avait essayé différents métiers, assistante de production, attachée de presse, gérante d'une petite galerie d'art à Montmartre. Rien ne tenait vraiment. Elle changeait de travail tous les 2 ou 3 ans, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle ne parvenait jamais à trouver. Elle avait eu quelques relations amoureuses, mais aucune n'avait duré. Les hommes qu'elle choisissait ressemblaient tous à son père. Charismatique, égoïste, incapable de s'engager vraiment. Et à chaque rupture, Anne se retrouvait un peu plus seule, un peu plus perdue, un peu plus convaincue qu'elle n'était pas faite pour être aimée. Gilberte, pendant ce temps, continuait sa vie de star. Il se remariait, divorçait, se remariait encore. Il enchaînait les tournées, les albums, les succès. Il vieillissait, mais il ne ralentissait pas. Même quand les médecins lui ont diagnostiqué un cancer du poumon en 1998, même quand ils lui ont dit qu'il devait arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter de se tuer à petit feu, Gilberte a continué. Cote 10. Je préfère vivre 5 ans à fond que 20 ans à moitié, cote 11, disait-il. Et il a tenu parole. Il est mort le 18 décembre 2001, dans sa villa de Boulogne-Billancourt, entouré de sa dernière épouse et de quelques amis proches. Ses enfants, dont Anne, n'étaient que pas là. Ils n'avaient pas été prévenus à temps. Ou peut-être que Gilberte n'avait pas voulu qu'ils soient là. Peut-être qu'il préférait mourir comme il avait vécu. En solo, sous les projecteurs de sa propre mise en scène. Les funérailles ont été grandioses. Tout le gratin de la chanson française était présent. Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Mireille Mathieu, tous sont venus rendre hommage au maître. L'église était pleine à craquer, les caméras de télévision filmaient chaque instant, et les journaux ont consacré des pages entières à la disparition de cette légende. Mais au milieu de cette foule, au milieu de ce spectacle, Anne était invisible. Elle était assise au fond de l'église, vêtue de noir, le visage caché derrière des lunettes de soleil, et elle pleurait en silence. Pleurait non pas l'homme qui venait de mourir, mais l'homme qu'elle n'avait jamais connu. Le père qu'elle avait espéré avoir et qu'elle n'aurait jamais. Après la mort de Gilberte, la villa de Boulogne-Billancourt est devenue un champ de bataille. Les héritiers se sont déchirés pour la succession. Gilberte avait laissé un testament compliqué, plein de clauses contradictoires, de legs à des maîtresses oubliées, de dettes cachées. La villa elle-même était hypothéquée. Gilberte avait vécu au-dessus de ses moyens pendant des décennies, dépensant sans compter, convaincue que l'argent continuerait toujours à couler. Mais à sa mort, il ne restait presque rien. Juste cette maison, ce symbole de sa gloire passée, et une montagne de factures impayées. Les avocats se sont emparés du dossier, et pendant des années, la famille Bécaud s'est déchirée dans des procès interminables. Anne, elle, ne voulait rien. Elle ne voulait pas d'argent, pas de meubles, pas de souvenirs. Elle voulait juste la maison, juste ce lieu où son père avait vécu, où il avait créé, où il avait aimé et souffert. Elle voulait comprendre. Comprendre qui était vraiment Gilberte Bécaud. Comprendre pourquoi il avait été incapable de l'aimer. Comprendre ce qui s'était brisé en lui pour qu'il devienne cet homme magnifique et monstrueux à la fois. Mais la maison ne voulait pas livrer ses secrets. Ou plutôt, elle les livrait trop bien. Chaque fois qu'Anne y passait la nuit, elle faisait des cauchemars. Des cauchemars où elle entendait la voix de son père qui l'appelait, qui lui reprochait de ne pas avoir été assez bonne, assez talentueuse, assez digne de porter son nom. Des cauchemars où elle se voyait enfant, courant dans les couloirs de la villa, cherchant désespérément son père, ouvrant porte après porte et ne trouvant que le vide. Des cauchemars où la maison elle-même semblait vivante, respirant, gémissant, comme si elle portait en elle toute la douleur, toute la rage, toute la folie qui s'était accumulée entre ces murs pendant des décennies. Les frères et sœurs d'Anne s'inquiétaient. Ils lui disaient de vendre, de tourner la page, de construire sa propre vie loin de l'ombre de Gilberte. Mais Anne ne pouvait pas. Elle était comme aimantée par cette maison, comme si quelque chose l'y retenait,
quelque chose de plus fort que la raison, de plus fort que la peur. Elle passait des heures à fouiller dans les affaires de son père, à lire ses vieux carnets, à écouter ses enregistrements inédits. Elle cherchait un indice, une explication, une clé qui lui permettrait de comprendre. Et peut-être, au fond, elle cherchait aussi une forme de pardon. Le pardon de son père pour n'avoir pas été la fille qu'il voulait. Ou son propre pardon pour avoir passé toute sa vie à attendre l'amour d'un homme qui n'avait jamais su aimer que lui-même. Et puis il y avait ce testament. Ce document étrange, écrit de la main de Gilberte, retrouvé dans les décombres. Un testament que personne dans la famille ne connaissait, ou du moins que personne n'avouait connaître. Dans ce testament, Gilberte parlait de la maison comme d'une entité vivante, comme d'un lieu maudit. Il écrivait « J'ai fait des choses dans cette maison, des choses dont je ne suis pas fier, des choses qui ont laissé des traces qui ne s'effaceront jamais. Je demande à mes enfants de ne pas y vivre. Je leur demande de la vendre, de la détruire si nécessaire, mais de ne jamais y rester seul. Car ce qui habite ces murs n'est pas seulement le souvenir de mes triomphes, c'est aussi le souvenir de mes échecs, de mes trahisons, de mes lâchetés. Et ces souvenirs ont une vie propre. Ils attendent, ils guettent, ils cherchent quelqu'un à qui s'accrocher. Quelles étaient pour ces choses dont Gilberte parlait? Qu'avait-il fait dans cette villa qui le hantait encore sur son lit de mort? Les rumeurs ont toujours circulé autour de Gilberte Bécaud. Rumeurs de liaisons scandaleuses, de fêtes qui tournaient en mal, de violences domestiques cachées derrière le sourire public. Mais rien n'avait jamais été prouvé. Gilberte était protégée par sa célébrité, par son charisme, par l'amour inconditionnel que le public lui portait. On lui pardonnait tout, ses excès, ses infidélités, ses colères. Parce qu'il était Gilberte Bécaud, parce qu'il était Monsieur 100 000 volts, parce qu'il faisait rêver. Mais Anne, elle, ne rêvait plus. Anne avait vu l'envers du décor. Elle avait grandi dans cette maison, elle avait entendu les cris derrière les portes closes, elle avait vu les larmes de sa mère, elle avait senti la tension qui imprégnait chaque pièce. Et maintenant, en fouillant dans les archives de son père, elle commençait à découvrir des choses que Gilberte avait soigneusement cachées, des lettres de femmes qu'il avait abandonnées, des menaces de procès qu'il avait étouffées avec de l'argent, des témoignages de gens qu'il avait brisés et qui n'avaient jamais osé parler. Anne découvrait que son père n'était pas seulement un génie, il était aussi un prédateur, un homme qui prenait ce qu'il voulait sans se soucier des conséquences, un homme qui utilisait son pouvoir, sa célébrité, son charme pour obtenir ce qu'il désirait. Et quand il en avait fini, il jetait. Il jetait les femmes, les amis, les collaborateurs. Il jetait même ses propres enfants. Cette découverte a détruit Anne, parce qu'elle avait passé toute sa vie à idéaliser son père, à chercher son approbation, à vouloir être digne de lui. Et maintenant, elle réalisait qu'il ne méritait pas cette dévotion, qu'il n'avait jamais mérité son amour. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle ne pouvait pas tourner la page. Elle était comme une toxicomane, accro à la douleur, accro à la quête impossible de comprendre l'incompréhensible. Et la maison, cette villa maudite, était son dealer. Chaque fois qu'elle y retournait, elle trouvait quelque chose de nouveau. Une nouvelle lettre, un nouveau secret, une nouvelle trahison. Et chaque découverte l'enfonçait un peu plus dans l'abîme. Les derniers mois avant l'incendie, Anne avait changé. Ses amis, le peu qui lui restait, disaient qu'elle n'était plus la même. Elle était devenue distante, obsédée, presque paranoïaque. Elle parlait de la maison comme si elle était vivante. Elle disait qu'elle entendait des voix, qu'elle sentait des présences. Elle disait que son père essayait de lui parler, de lui dire quelque chose d'important. Ses frères et sœurs ont essayé de la convaincre de consulter un psychiatre. Mais Anne refusait. Elle disait qu'elle n'était pas folle. Elle disait qu'elle était proche de la vérité, proche de comprendre enfin ce qui s'était réellement passé dans cette maison, proche de découvrir le secret que Gilberte avait emporté dans sa tombe. Et puis est venu ce 23 juillet 2019. Anne avait appelé sa sœur aînée le matin même. Elle lui avait dit qu'elle avait trouvé quelque chose d'important, quelque chose qui allait tout changer.
Elle avait dit qu'elle devait retourner à la villa une dernière fois, qu'elle devait vérifier quelque chose. Sa sœur l'avait suppliée de ne pas y aller seule, de l'attendre, de la laisser venir avec elle. Mais Anne avait refusé. Elle avait dit que c'était quelque chose qu'elle devait faire seule, que c'était entre elle et son père, entre elle et les fantômes de cette maison. Ce soir-là, Anne est entrée dans la villa de Boulogne-Billancourt pour la dernière fois. Elle a allumé les lumières, a monté au premier étage, est entrée dans l'ancien bureau de son père. Et là, selon les enquêteurs, elle a commencé à fouiller dans les dernières boîtes d'archives qu'elle n'avait pas encore ouvertes. Qu'a-t-elle trouvé? Qu'a-t-elle lu? Qu'a-t-elle découvert qui l'a poussée à rester, même quand les premières flammes ont commencé à lécher les murs? Parce que les experts sont formels. L'incendie a démarré au rez-de-chaussée, dans le salon. Anne avait largement le temps de s'échapper. Elle aurait pu descendre l'escalier, sortir par la porte principale, appeler les secours, mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée au premier étage, dans le bureau de son père, jusqu'à ce que les flammes l'encerclent, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pourquoi? Pourquoi Anne est-elle restée? Était-ce un suicide déguisé? Était-ce une forme d'abandon? Une acceptation de son destin? Ou avait-elle trouvé quelque chose, lu quelque chose, compris quelque chose qui l'avait paralysée, qui l'avait rendue incapable de bouger? Les pompiers qui ont retrouvé son corps ont dit qu'elle tenait quelque chose dans sa main, quelque chose qui avait été complètement carbonisé, réduit en cendres. Ils n'ont jamais pu identifier ce que c'était. Un document? Une photographie? Une lettre? Le secret est mort avec Anne, consumé par les flammes qui ont dévoré la villa Bécaud. Mais le testament de Gilberte, lui, a survécu. Retrouvé dans un coffre ignifugé au sous-sol, il a été remis aux héritiers quelques semaines après l'incendie. Et quand ils l'ont lu, quand ils ont découvert les avertissements de leur père, quand ils ont réalisé qu'il avait prédit, d'une certaine manière, ce qui allait arriver, ils ont été glacés d'effroi. Gilberte savait. Il savait que cette maison était dangereuse. Il savait qu'elle portait en elle quelque chose de sombre, quelque chose de destructeur. Et il avait essayé de protéger ses enfants. Mais Anne n'avait pas écouté. Ou peut-être qu'elle avait écouté, mais qu'elle avait choisi d'ignorer l'avertissement. Parce qu'elle avait besoin de savoir. Parce que le besoin de comprendre était plus fort que l'instinct de survie. Aujourd'hui, la villa Bécaud n'existe plus. Les ruines ont été rasées. Le terrain a été vendu à un promoteur immobilier qui y construit des appartements de luxe. Bientôt, il ne restera plus rien de ce lieu qui a abrité tant de gloire et tant de souffrance. Plus rien, sauf les souvenirs. Les souvenirs de ceux qui ont connu Gilbert, qui ont aimé sa musique, qui ont dansé sur ses chansons. Et les souvenirs de ceux qui ont vécu dans l'ombre de ce géant, qui ont payé le prix de sa grandeur, qui ont été broyés par sa machine à rêve. Anne Bécaud est morte à 54 ans, seule, dans la maison de son père, cherchant jusqu'au bout une réponse qui ne viendrait jamais. Cherchant l'amour d'un homme qui n'avait jamais su aimer que lui-même. Cherchant à comprendre pourquoi elle n'avait jamais été assez talentueuse, assez belle, assez importante pour mériter l'attention de Gilberte Bécaud. Et dans cette quête impossible, elle a trouvé non pas la rédemption, mais la destruction. Non pas la paix, mais les flammes. Non pas son père, mais sa propre fin. La malédiction Bécaud est-elle réelle, ou n'est-elle qu'une métaphore pour décrire ce qui arrive quand on vit dans l'ombre d'un géant? Quand on passe sa vie à chercher l'approbation de quelqu'un qui ne peut pas la donner? Quand on sacrifie sa propre existence sur l'autel de l'amour impossible? Peut-être que la vraie malédiction n'était pas la maison. Peut-être que la vraie malédiction était Gilberte lui-même. Cet homme magnifique et terrible qui a illuminé la vie de millions de gens, mais qui a plongé sa propre famille dans les ténèbres. Cet homme qui a tout donné sur scène, mais qui n'avait plus rien à offrir une fois les projecteurs éteints. Et Anne, pauvre Anne, a été la dernière victime de cette malédiction. La dernière à payer le prix de la gloire de son père. La dernière à brûler dans le feu de son héritage. Mais était-elle vraiment la dernière? Ou y a-t-il d'autres secrets, d'autres fantômes, d'autres malédictions qui attendent encore d'être révélées? Parce que dans les familles, comme celle des Bécaud, dans les dynasties construites sur le talent et la célébrité, rien n'est jamais vraiment fini. Les secrets ont une vie propre. Ils se transmettent de génération en génération, comme un virus,
comme une tare génétique. Et un jour, ils ressurgissent. Un jour, ils réclament leur dû. Dans le coffre-fort d'une banque suisse, à Genève, dort un carnet rouge. Un carnet que personne n'a ouvert depuis 1983, l'année où Gilberte Bécaud l'y a déposé avec des instructions très précises, ne pas l'ouvrir avant 50 ans après sa mort, soit en 2051. Mais en 2020, un an après l'incendie qui a tué Anne, un employé de la banque a commis une erreur. Une erreur administrative banale, le genre d'erreur qui arrive tous les jours dans les grandes institutions financières. Il a confondu 2 dossiers, 2 coffres, 2 dates. Et ce carnet rouge, qui devait rester scellé pendant encore 31 ans, s'est retrouvé entre les mains d'un notaire parisien chargé de liquider les derniers biens de la succession Bécaud. Le notaire, Maître Durand, un homme de 68 ans qui avait passé toute sa carrière à gérer les affaires des célébrités françaises, a ouvert ce carnet sans se douter de ce qu'il contenait. Et ce qu'il a lu l'a tellement bouleversé qu'il a dû s'asseoir, qu'il a dû boire un verre de cognac pour se remettre, qu'il a dû appeler sa femme pour lui dire qu'il rentrerait tard ce soir-là parce qu'il venait de découvrir quelque chose qui allait changer tout ce que l'on croyait savoir sur Gilberte Bécaud. Dans ce carnet, écrit de la main de Gilbert, avec cette écriture nerveuse et penchée qui était la sienne, il y avait des confessions. Des confessions que Gilbert n'avait jamais osé faire de son vivant, des confessions qu'il avait voulu emporter dans sa tombe, mais qu'il avait aussi voulu préserver, comme si une partie de lui savait que la vérité finirait toujours par sortir, que les secrets ne restent jamais enterrés pour toujours. La première page du carnet portait une date, le 15 août 1968, et un titre écrit en lettres capitales, « Ce que j'ai fait à Boulogne, Côte 17 ». Qu'avait fait Gilberte Bécaud dans sa villa, ce 15 août 1968, une nuit d'été où toute la France dormait paisiblement, une nuit qui allait marquer le début de ce que lui-même appelait, quote 18, la malédiction, quote 19. Maître Durand a tourné la page, et ce qu'il a lu ensuite l'a fait frissonner, parce que Gilberte racontait une histoire que personne ne connaissait, une histoire qui expliquait tout, les cauchemars d'Anne, l'avertissement dans le testament, le feu qui avait dévoré la villa comme si elle appelait sa propre destruction. Gilberte écrivait, Côte 20. Cette nuit-là, j'ai tué quelque chose. Pas quelqu'un, mais quelque chose. J'ai tué l'innocence, j'ai tué la confiance, j'ai tué l'amour. Kitty dormait à l'étage avec les enfants. Anne n'avait que 3 ans. Elle dormait dans son petit lit avec sa poupée préférée, celle que je lui avais rapportée de New York. Et moi, j'étais en bas, dans le salon, avec elle. Avec Marguerite. Marguerite Leclerc, la jeune femme que j'avais engagée comme gouvernante 6 mois plus tôt. Elle avait 22 ans. Elle était belle, timide, admirative. Elle me regardait comme si j'étais un dieu. Et moi, ivre de champagne et de ma propre importance, j'ai cru que j'avais le droit. Le droit de prendre ce que je voulais. Le droit de faire ce que je voulais. Parce que j'étais Gilberte Bécaud. Parce que j'étais une star. Parce que les règles normales ne s'appliquaient pas à moi. Gilberte racontait comment il avait fait des avances à Marguerite, comment elle avait d'abord ri, pensant qu'il plaisantait, puis comment elle avait compris qu'il était sérieux, comment elle avait essayé de partir, de monter dans sa chambre, mais comment il l'avait retenue, comment il avait insisté, comment il avait utilisé son charme, puis sa position, puis finalement sa force physique pour obtenir ce qu'il voulait. Il écrivait « Cap 22. Je ne l'ai pas violée au sens légal du terme. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas résisté physiquement. Mais elle pleurait. Elle pleurait en silence pendant que je faisais ce que je faisais. Et quand j'ai eu fini, quand je me suis relevé, quand j'ai rajusté mes vêtements, elle était recroquevillée sur le canapé, tremblante, et elle me regardait avec des yeux que je n'oublierai jamais. Des yeux qui disaient « Tu viens de me détruire. Tu viens de prendre quelque chose que je ne pourrai jamais récupérer, et tu t'en fiches. » Le lendemain matin, selon le carnet, Marguerite avait fait ses valises et était partie sans un mot. Gilberte lui avait donné une grosse somme d'argent, l'équivalent de 6 mois de salaire, et elle avait pris l'argent sans le regarder, sans dire merci, sans dire au revoir. Elle était simplement partie. Et Gilberte avait pensé que c'était fini, que cette histoire était close, qu'il pouvait continuer sa vie comme si rien ne s'était passé.
Mais 3 semaines plus tard, il avait reçu une lettre. Une lettre de Marguerite, postée de Bretagne, où elle était retournée vivre chez ses parents. Dans cette lettre, elle lui annonçait qu'elle était enceinte, qu'elle portait son enfant, et qu'elle ne savait pas quoi faire. Elle ne demandait pas d'argent. Elle ne menaçait pas de parler. Elle disait simplement « J'ai besoin que vous sachiez, j'ai besoin que vous portiez ce poids avec moi, parce que je ne peux pas le porter seul. » Gilberte avait paniqué. Il avait peur que Kitty découvre tout, peur que la presse s'empare de l'histoire, peur que sa carrière soit ruinée. Alors, il avait fait ce qu'il faisait toujours quand il avait un problème. Il avait payé quelqu'un pour le régler. Il avait envoyé son avocat en Bretagne avec une proposition. Une grosse somme d'argent en échange du silence de Marguerite, en échange d'un avortement, en échange de sa disparition complète de la vie de Gilbert. Et Marguerite, jeune, seule, terrifiée, avait accepté. Elle avait pris l'argent. Elle avait fait ce qu'on lui demandait. Et elle avait disparu. Mais Gilberte écrivait dans son carnet « Je pensais que c'était fini. » Mais ça n'a jamais été fini. Parce que 3 mois plus tard, j'ai appris qu'elle était morte. Marguerite Leclerc était morte. Morte d'une hémorragie suite à un avortement clandestin pratiqué dans des conditions épouvantables. Parce que l'argent que je lui avais donné, elle ne l'avait pas utilisé pour aller dans une clinique privée en Suisse, comme je le pensais. Elle l'avait envoyé à ses parents, qui étaient pauvres, qui avaient des dettes. Et elle était allée voir une faiseuse d'anges dans un village perdu, une vieille femme qui opérait sur des tables de cuisine avec des instruments non stérilisés. Et elle était morte là, dans cette cuisine, en se vidant de son sang, seule, sans personne pour lui tenir la main, sans personne pour lui dire que tout irait bien. Elle avait 23 ans, et c'était ma faute, entièrement ma faute. Gilberte racontait comment il avait appris la nouvelle par son avocat, comment il avait d'abord ressenti du soulagement parce que le problème était définitivement réglé, parce que Marguerite ne pourrait plus jamais parler, plus jamais le menacer. Mais ensuite, comment la culpabilité avait commencé à le ronger. Comment il avait commencé à faire des cauchemars où il voyait Marguerite, couverte de sang, qui le pointait du doigt et lui disait « Côte 28, tu m'as tué, tu as tué notre enfant, et tu vas payer. Toi et tous ceux que tu aimes, vous allez payer. » C'est à partir de ce moment-là, écrivait Gilberte, que les choses avaient commencé à mal tourner dans la villa de Boulogne-Billancourt. Des choses inexplicables, des bruits la nuit, des portes qui s'ouvraient toutes seules, des objets qui tombaient sans raison. Kitty disait que c'était le vent, que c'était la vieille plomberie, que c'était leur imagination. Mais Gilbert savait. Il savait que c'était Marguerite. Ou plutôt, il savait que c'était sa propre culpabilité qui se manifestait, qui prenait forme, qui hantait les lieux où il avait commis son crime. Parce que même s'il n'avait pas tué Marguerite de ses propres mains, il l'avait tuée aussi sûrement que s'il avait appuyé sur la détente d'un revolver. Il l'avait mise dans une situation impossible, il l'avait abandonnée, il l'avait poussée vers cette mort atroce. Et maintenant, il devait vivre avec ça, vivre dans cette maison où tout avait commencé, vivre avec les fantômes de ses actes. Maître Durand, en lisant ce carnet, a compris plusieurs choses. Il a compris pourquoi Gilberte avait écrit ce testament étrange où il suppliait ses enfants de ne jamais vivre seuls dans la villa. Il a compris pourquoi Anne, en fouillant dans les affaires de son père, était devenue de plus en plus obsédée, de plus en plus perturbée. Parce qu'elle avait dû trouver des indices, des lettres, peut-être, des documents bancaires montrant les paiements à Marguerite, des coupures de presse relatant la mort d'une jeune femme en Bretagne en 1968. Anne avait dû reconstituer l'histoire, pièce par pièce, et réaliser que son père, l'homme qu'elle avait idéalisé toute sa vie, était responsable de la mort d'une jeune femme innocente. Et cette découverte l'avait brisée, l'avait détruite, l'avait poussée à rester dans cette maison maudite, à chercher une forme de rédemption, ou peut-être une forme de punition. Peut-être qu'Anne pensait qu'en restant là, en affrontant les fantômes de son père, elle pourrait expier ses péchés à lui. Ou peut-être qu'elle voulait simplement mourir là où tout avait commencé, là où l'innocence avait été tuée, là où la malédiction était née. Mais Maître Durand a aussi compris autre chose.
Il a compris que ce carnet ne devait jamais être rendu public. Parce que si cette histoire sortait, si le monde apprenait ce que Gilbert Bécaud avait fait, ce ne serait pas seulement sa réputation qui serait détruite. Ce serait toute sa famille, ses autres enfants, ses petits-enfants. Tous ceux qui portaient le nom Bécaud seraient marqués à jamais. Ils deviendraient les descendants d'un monstre, les héritiers d'une malédiction. Et Maître Durand, qui avait passé sa vie à protéger les secrets des riches et des célèbres, a décidé de faire ce qu'il faisait toujours dans ces cas-là. Il a décidé d'enterrer la vérité. Il a remis le carnet dans le coffre-fort, il a corrigé l'erreur administrative qui avait permis sa découverte, et il a fait en sorte que ce document reste scellé jusqu'en 2051, comme Gilberte l'avait voulu. Et il s'est dit que d'ici là, tout le monde serait mort. Gilbert, Anne, Kitty, tous les protagonistes de cette tragédie. Et peut-être que la vérité pourrait enfin sortir sans faire de mal à personne. Ou peut-être qu'elle resterait enterrée pour toujours, comme tant d'autres secrets de famille, comme tant d'autres crimes qui ne sont jamais punis parce que leurs auteurs sont trop riches, trop célèbres, trop protégés. Mais les secrets ont une façon de filtrer, même quand on essaie de les garder enfermés. Quelques mois après que Maître Durand ait remis le carnet dans le coffre, une journaliste d'investigation nommée Claire Fontaine a commencé à poser des questions. Claire était spécialisée dans les affaires non résolues, dans les mystères qui entouraient les célébrités françaises. Elle avait déjà écrit des livres sur les morts suspectes de plusieurs stars, et maintenant elle s'intéressait à l'incendie de la villa Bécaud. Quelque chose dans cette histoire ne collait pas, disait-elle. Quelque chose dans le rapport officiel des pompiers, dans les témoignages de la famille, dans le comportement d'Anne avant sa mort. Claire avait commencé à interviewer les voisins, les anciens employés de la villa, les amis d'Anne. Et petit à petit, elle avait reconstitué une image troublante. Elle avait découvert qu'Anne, dans les semaines précédant l'incendie, avait parlé à plusieurs personnes d'un secret terrible qu'elle avait découvert sur son père. Elle avait dit à une amie « Quote 32, mon père n'était pas l'homme que tout le monde croyait. Il a fait des choses horribles, des choses qui expliquent tout. Pourquoi notre famille est maudite? Pourquoi rien ne va jamais bien pour nous? Pourquoi nous sommes tous brisés ?» Quote 33. Mais Anne n'avait jamais dit exactement quel était ce secret. Elle avait juste dit qu'elle devait retourner à la villa une dernière fois pour vérifier quelque chose, pour trouver la preuve finale. Claire Fontaine avait aussi découvert quelque chose d'intéressant dans les archives de la police. En 1968, une enquête avait été ouverte sur la mort de Marguerite Leclerc. Une enquête qui avait été rapidement classée sans suite, officiellement parce qu'il n'y avait pas assez de preuves pour poursuivre qui que ce soit. Mais Claire avait trouvé une note dans le dossier, une note manuscrite d'un inspecteur qui écrivait « Quote 34. La victime avait mentionné à sa sœur qu'elle avait eu une relation avec un homme célèbre, un chanteur, mais elle n'avait jamais donné son nom. La sœur pense que cet homme est responsable de la grossesse et indirectement de la mort de Marguerite, mais sans nom, sans preuve, impossible de poursuivre. » Quote 35. Claire avait essayé de retrouver cette sœur, mais elle était morte en 2005. Elle avait essayé de retrouver d'autres membres de la famille Leclerc, mais ils avaient tous disparu, déménagé, ou refusé de parler. C'était comme si quelqu'un avait fait en sorte d'effacer toutes les traces, de faire disparaître tous les témoins. Quelqu'un avec beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir. Quelqu'un comme Gilbert Bécaud. Claire avait aussi découvert quelque chose d'encore plus troublant. Elle avait trouvé des documents bancaires montrant que Gilbert, entre 1968 et sa mort en 2001, avait fait des virements réguliers vers un compte en Bretagne. Des virements de plusieurs milliers de francs, puis d'euros, chaque mois, pendant plus de 30 ans. À qui allait cet argent? Claire avait remonté la piste et découvert que le compte appartenait à une femme nommée Jeanne Leclerc, la mère de Marguerite. Gilbert avait payé cette femme pendant des décennies. Pourquoi? Était-ce de la culpabilité? Était-ce pour racheter son silence? Était-ce une forme de réparation pour ce qu'il avait fait à sa fille? Jeanne Leclerc était morte en 1995 et les paiements s'étaient arrêtés. Mais pendant 27 ans, Gilbert avait envoyé de l'argent à cette femme, sans jamais en parler à personne, sans jamais l'inscrire dans ses comptes officiels.
C'était de l'argent liquide, de l'argent qui venait de ses cachets de concert, de l'argent qui n'apparaissait nulle part dans sa déclaration d'impôt. De l'argent sale, de l'argent de sang. Claire Fontaine voulait publier son enquête. Elle voulait révéler au monde ce que Gilberte Bécaud avait fait. Mais elle avait un problème. Elle n'avait pas de preuves directes. Elle avait des indices, des coïncidences, des témoignages de seconde main. Mais elle n'avait pas le carnet rouge. Elle ne savait même pas qu'il existait. Et sans ce carnet, sans les confessions écrites de Gilberte lui-même, son histoire n'était que spéculation. Les avocats de la famille Bécaud la poursuivraient en justice pour diffamation. Et elle perdrait tout. Sa carrière, sa réputation, peut-être même sa maison. Alors elle a fait ce que font tous les bons journalistes quand ils sont bloqués. Elle a continué à creuser. Elle a continué à chercher. Elle a continué à poser des questions. Et un jour, elle a eu de la chance. Elle a rencontré un ancien employé de la banque suisse, un homme qui avait pris sa retraite, et qui, après quelques verres de vin, lui a raconté l'histoire du carnet rouge. Il lui a dit qu'il existait un document, un carnet écrit par Gilberte Bécaud, qui contenait des confessions explosives. Il lui a dit que ce carnet était dans un coffre-fort à Genève, et qu'il ne devait pas être ouvert avant 2051. Mais il lui a aussi dit que quelqu'un l'avait ouvert par erreur en 2020 et que ce quelqu'un était Maître Durand. Claire a immédiatement contacté Maître Durand. Elle lui a demandé un entretien, lui a dit qu'elle savait pour le carnet, qu'elle savait ce qu'il contenait. Maître Durand a d'abord nié. Il a dit qu'il ne savait pas de quoi elle parlait, qu'elle faisait erreur. Mais Claire a insisté. Elle lui a dit qu'elle avait des sources, qu'elle avait des preuves, qu'elle allait publier son histoire avec ou sans sa coopération. Et finalement, Maître Durand a craqué. Il a accepté de la rencontrer, dans un café discret du 6e arrondissement, loin de son bureau, loin des oreilles indiscrètes. Et là, il lui a tout raconté. Il lui a raconté ce qu'il avait lu dans le carnet. Il lui a raconté l'histoire de Marguerite Leclerc. Il lui a raconté comment Gilbert avait abusé de son pouvoir, comment il avait détruit une jeune femme innocente, comment il avait ensuite essayé d'acheter son silence, et comment, finalement, il avait vécu avec cette culpabilité pendant plus de 30 ans. Maître Durand a pleuré en racontant cette histoire. Il a dit à Claire « Je suis un vieil homme. J'ai passé ma vie à protéger les secrets des riches et des puissants. J'ai aidé à enterrer des scandales, à étouffer des affaires, à faire disparaître des preuves. Et je pensais que c'était mon travail. Je pensais que c'était ce qu'on attendait de moi. Mais maintenant, à la fin de ma vie, je me rends compte que j'ai été complice. Complice de crimes, complice d'injustice, complice de mensonges. Et je ne veux plus l'être. Je veux que la vérité sorte. Je veux que Marguerite Leclerc ait enfin justice, même si c'est 50 ans trop tard. Quote 37. Mais Maître Durand a aussi dit à Claire quelque chose d'important. Il lui a dit « Si vous publiez cette histoire, vous allez détruire la famille Bécaud. Vous allez détruire la mémoire de Gilbert. Vous allez détruire tout ce qu'il a construit. Et je ne parle pas seulement de sa réputation, je parle de sa musique, parce que les gens ne pourront plus écouter « Et maintenant » ou « Je t'appartiens » sans penser à ce qu'il a fait. Ils ne pourront plus danser sur ses chansons sans se sentir coupables. Et peut-être que c'est juste, peut-être que c'est ce qu'il mérite. Mais est-ce que Marguerite aurait voulu ça? Est-ce qu'elle aurait voulu que sa mort serve à détruire l'art de quelqu'un d'autre? Ou est-ce qu'elle aurait voulu simplement être reconnue, être pleurée, être rappelée comme une personne qui a existé, qui a souffert, qui est morte trop jeune? Claire n'a pas su quoi répondre, parce que c'était une question impossible, une question qui n'avait pas de bonne réponse. Publier la vérité, c'était faire justice à Marguerite, mais c'était aussi détruire l'héritage de Gilbert et faire souffrir sa famille. Ne pas publier, c'était protéger les vivants, mais c'était aussi laisser un crime impuni, laisser une victime oubliée, laisser un mensonge perdurer. Claire Fontaine a passé des semaines à réfléchir. Elle a relu ses notes, relu les documents, relu les témoignages. Elle a pensé à Anne Bécaud, morte dans les flammes en cherchant la vérité sur son père. Elle a pensé à Marguerite Leclerc, morte seule dans une cuisine bretonne en se vidant de son sang.
Elle a pensé à toutes les femmes qui avaient été détruites par des hommes puissants, par des hommes qui pensaient que leur célébrité leur donnait tous les droits. Et elle a décidé de publier. Elle a écrit un livre intitulé Gan Bot Kot Kamat, la malédiction Beko, la vérité sur la mort d'Anne et le secret de Gilbert. Dans ce livre, elle racontait toute l'histoire. L'histoire de Marguerite, l'histoire du carnet rouge, l'histoire des paiements secrets, l'histoire de la culpabilité de Gilbert et de l'obsession d'Anne. Elle racontait comment une nuit d'été en 1968 avait déclenché une chaîne d'événements qui avait finalement conduit à la mort d'Anne, 51 ans plus tard. Elle racontait comment les secrets ne meurent jamais vraiment, comment ils se transmettent, comment ils empoisonnent, comment ils détruisent génération après génération. Le livre est sorti en septembre 2021. Et comme Maître Durand l'avait prédit, il a provoqué un séisme. Les médias se sont emparés de l'histoire. Les chaînes de télévision ont fait des émissions spéciales. Les journaux ont publié des unes chocs. Gilberte Bécaud, le monstre derrière le sourire. La face cachée de Monsieur 100 000 volts. Comment une star a détruit une famille. La famille Bécaud a immédiatement attaqué Claire en justice. Ils ont dit que tout était faux, que c'était de la diffamation, que Claire avait inventé cette histoire pour vendre des livres. Mais Claire avait des preuves. Elle avait les documents bancaires. Elle avait les témoignages. Elle avait la déposition de Maître Durand, qui avait accepté de témoigner malgré les risques pour sa carrière. Et surtout, elle avait l'opinion publique de son côté. Parce que les gens voulaient croire cette histoire. Les gens voulaient croire que derrière le sourire charmant de Gilberte Bécaud se cachait un homme sombre, un homme capable du pire, parce que ça confirmait ce qu'ils avaient toujours soupçonné, que les célébrités ne sont pas meilleures que nous, qu'elles sont peut-être même pires, parce qu'elles ont le pouvoir de faire le mal et de s'en tirer. Le procès a duré 2 ans. 2 ans pendant lesquels chaque détail de la vie de Gilbert a été examiné, disséqué, jugé. 2 ans pendant lesquels la famille Bécaud a dû revivre encore et encore la tragédie d'Anne, la mort de Marguerite, les secrets de Gilberte. Et finalement, en 2023, le tribunal a rendu son verdict. Claire Fontaine a gagné. Le juge a déclaré que son livre était basé sur des faits vérifiables, que ses sources étaient crédibles, et que le public avait le droit de connaître la vérité sur une figure publique comme Gilbert Bécaud. La famille a été condamnée à payer les frais de justice de Claire, et le livre, qui s'était déjà vendu à plus de 500 000 exemplaires, est devenu un best-seller international. Mais la victoire de Claire avait un goût amer, parce qu'elle voyait ce que son livre avait fait. Elle voyait comment les gens regardaient maintenant la musique de Gilbert. Elle voyait comment les radios avaient arrêté de passer ses chansons. Elle voyait comment les jeunes générations, qui découvraient Gilbert à travers son livre, ne voyaient en lui qu'un prédateur, qu'un criminel, qu'un homme qui méritait d'être oublié. Et elle se demandait si c'était vraiment ce qu'elle avait voulu. Si c'était vraiment justice, ou si elle avait simplement remplacé un mensonge par un autre. Parce que la vérité, c'est que Gilbert Bécaud était les deux. Il était le génie qui avait créé des chansons immortelles, et il était l'homme qui avait détruit Marguerite Leclerc. Il était Monsieur 100 000 volts, et il était un monstre. Et peut-être que c'est ça, la vraie malédiction. Pas la maison, pas les fantômes, mais l'impossibilité de séparer l'art de l'artiste. L'impossibilité de célébrer le génie sans excuser le crime. L'impossibilité de condamner le crime sans détruire le génie. Aujourd'hui, la Villa Bécaud n'existe plus. À sa place se dressent des immeubles modernes, des appartements de luxe, où vivent des familles qui ne savent rien de l'histoire de ce lieu. Qui ne savent rien de Marguerite, d'Anne, de Gilberte, qui dorment paisiblement dans des chambres construites sur les cendres d'une tragédie. Et peut-être que c'est mieux ainsi. Peut-être que certains lieux doivent être détruits pour que les vivants puissent continuer. Peut-être que certaines histoires doivent être oubliées pour que de nouvelles histoires puissent commencer. Mais les fantômes, eux, ne partent jamais vraiment. Ils restent. Ils attendent. Ils murmurent dans le vent. Ils apparaissent dans les cauchemars. Ils rappellent aux vivants que le passé n'est jamais vraiment passé, que les crimes ne sont jamais vraiment oubliés, que la justice
même tardive, même imparfaite, finit toujours par arriver, d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, dans cette vie ou dans la suivante. Parce que c'est ça, la vraie malédiction Bécaud. Ce n'est pas une malédiction surnaturelle, c'est la malédiction de la vérité, la malédiction de savoir que tout finit par se savoir, que tous les secrets finissent par sortir, que toutes les victimes finissent par être entendues, même si ça prend 50 ans, même si ça détruit tout sur son passage, même si personne ne sort vraiment gagnant à la fin. Dans une petite ville de Bretagne, à Quimper, où les maisons de granit gris se serrent les unes contre les autres comme pour se protéger du vent de l'Atlantique, où les rues pavées résonnent encore des sabots des chevaux d'autrefois, où le temps semble s'être arrêté quelque part entre 1950 et aujourd'hui, vit une femme de 87 ans qui n'a jamais voulu parler, qui n'a jamais voulu témoigner, qui n'a jamais voulu que son nom apparaisse dans les journaux ou dans les livres de Clairefontaine, mais qui, en ce mois de novembre 2023, alors que l'automne breton déverse ses pluies glacées sur les toits d'ardoise et que les jours raccourcissent jusqu'à n'être plus que quelques heures de lumière grise, a décidé qu'il était temps de dire ce qu'elle savait, ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait gardé secret pendant plus de 55 ans, parce qu'elle sentait que sa propre fin approchait et qu'elle ne voulait pas emporter ce poids dans sa tombe, ce poids qui l'avait écrasé toute sa vie, ce poids qui avait transformé chaque jour de son existence en une lutte silencieuse contre la culpabilité et le remords. Cette femme s'appelle Thérèse Leclerc, et elle est la sœur aînée de Marguerite, celle-là même que Clairefontaine avait cru morte en 2005, celle dont la police avait noté dans son rapport qu'elle pensait que sa sœur avait eu une relation avec un homme célèbre, un chanteur. Mais Thérèse n'était pas morte, elle avait simplement disparu, changé de nom, changé de vie, fui tout ce qui pouvait la ramener à cette époque terrible où elle avait perdu sa petite sœur, où elle avait vu sa mère se transformer en fantôme vivant, où elle avait compris que l'argent qui arrivait chaque mois dans leur boîte aux lettres était le prix du silence, le prix du sang, le prix d'une vie volée. Thérèse avait lu le livre de Clairefontaine, elle avait suivi le procès à la télévision, elle avait vu comment la famille Bécaud se débattait pour protéger l'image de Gilbert, et elle avait décidé que le moment était venu de raconter ce que personne d'autre ne pouvait raconter, ce que même le carnet rouge de Gilberte ne contenait pas, parce que Gilberte n'avait écrit que sa version de l'histoire, la version d'un homme qui essayait de se racheter en couchant ses crimes sur le papier, mais qui n'avait jamais vraiment compris, qui n'avait jamais vraiment vu ce qu'il avait détruit, qui n'avait jamais vraiment mesuré l'ampleur du désastre qu'il avait causé dans la vie de Marguerite, dans la vie de leur famille, dans la vie de tous ceux qui avaient aimé cette jeune fille douce et timide, qui rêvait simplement d'une vie normale, d'un mari aimant, d'enfants qui joueraient dans le jardin, d'un bonheur simple et tranquille loin des projecteurs et de la célébrité. Thérèse a contacté Clairefontaine par l'intermédiaire d'un avocat. Elle a dit qu'elle voulait témoigner, qu'elle voulait raconter ce qui s'était vraiment passé, mais qu'elle ne voulait pas que son nom soit révélé, qu'elle ne voulait pas que les journalistes viennent frapper à sa porte, qu'elle ne voulait pas que sa vie paisible de retraitée soit bouleversée par un scandale vieux de plus d'un demi-siècle. Et Claire a accepté. Elle a pris le train pour la Bretagne, elle est arrivée à Quimper par un après-midi pluvieux de novembre, et elle a rencontré Thérèse dans sa petite maison qui sentait la cire d'abeille et le bois brûlé, où des photographies en noir et blanc couvraient les murs, des photographies d'une époque révolue, d'une famille qui n'existe plus, d'une jeune fille au sourire lumineux qui ne savait pas encore que sa vie allait être brisée par un homme qui pensait que sa célébrité lui donnait tous les droits. Thérèse a servi du thé dans des tasses en porcelaine fine, elle s'est assise dans son fauteuil près de la fenêtre d'où elle pouvait voir la pluie tomber sur le jardin, et elle a commencé à parler, d'une voix qui tremblait au début, mais qui s'est affermie au fur et à mesure qu'elle racontait, comme si le simple fait de dire enfin la vérité lui redonnait une force qu'elle croyait avoir perdue depuis longtemps. Elle a raconté comment Marguerite était partie travailler à Paris en 1967, comment elle était si excitée à l'idée de travailler pour une famille célèbre, comment elle écrivait des lettres enthousiastes où elle décrivait la villa magnifique, les réceptions somptueuses, les gens importants qu'elle rencontrait,
et surtout comment elle parlait de M. Bécaud avec une admiration qui frisait l'adoration. Comment elle disait qu'il était gentil avec elle, qu'il lui demandait son avis sur ses chansons, qu'il la faisait rire avec ses histoires de tournée. Comment elle se sentait privilégiée d'être dans l'orbite de cet homme extraordinaire qui faisait danser toute la France. Mais ensuite, a raconté Thérèse, les lettres avaient changé de ton. Elles étaient devenues plus courtes, plus distantes. Marguerite écrivait moins souvent, et quand elle écrivait, elle ne parlait plus de M. Bécaud avec la même admiration. Elle disait qu'il était fatigué, qu'il buvait beaucoup, qu'il avait des sautes d'humeur, qu'il criait parfois sur Madame Bécaud et sur les enfants, et Thérèse avait senti que quelque chose n'allait pas. Elle avait proposé à Marguerite de rentrer à la maison, de trouver un autre travail. Mais Marguerite avait refusé. Elle avait dit qu'elle avait besoin de l'argent, que leurs parents avaient des dettes, que c'était son devoir de les aider. Et puis, soudainement, en août 1968, Marguerite était rentrée. Elle était arrivée un matin sans prévenir, avec ses valises et un regard que Thérèse n'oublierait jamais, un regard vide, un regard de quelqu'un qui a vu quelque chose d'horrible, quelque chose qui a tué quelque chose en elle. Et quand Thérèse lui avait demandé ce qui s'était passé, Marguerite n'avait pas voulu répondre, elle s'était enfermée dans sa chambre et avait pleuré pendant 3 jours sans s'arrêter, sans manger, sans dormir, juste pleurer comme si toutes les larmes du monde devaient sortir de son corps. Thérèse avait essayé de la consoler, de la faire parler, mais Marguerite restait muette. Elle se contentait de secouer la tête et de dire que c'était fini, que tout était fini, qu'elle ne voulait plus jamais entendre parler de Paris, de la villa, de M. Bécaud, et Thérèse avait respecté son silence. Elle avait pensé que le temps guérirait les blessures, que Marguerite finirait par oublier, par reprendre une vie normale. Mais le temps n'avait rien guéri. Au contraire, Marguerite s'enfonçait chaque jour un peu plus dans une tristesse qui ressemblait à de la mort. Elle ne sortait plus de sa chambre, elle ne parlait plus à personne, elle restait allongée sur son lit à regarder le plafond, et leurs parents commençaient à s'inquiéter sérieusement. Ils parlaient de l'emmener voir un médecin, un prêtre, quelqu'un qui pourrait l'aider. Et puis, 3 semaines après son retour, Marguerite avait enfin parlé. Elle avait appelé Thérèse dans sa chambre, elle lui avait fait promettre de ne rien dire à leurs parents, et elle lui avait raconté ce qui s'était passé cette nuit du 15 août. Elle lui avait raconté comment M. Bécaud l'avait appelée dans le salon, alors que tout le monde dormait, comment il lui avait offert du champagne, comment il avait commencé à lui faire des compliments, à lui dire qu'elle était belle, qu'elle était spéciale, qu'il l'avait remarquée depuis longtemps, et comment elle, naïve, innocente, avait cru que c'était juste de la gentillesse, juste un homme célèbre qui était aimable avec son employé. Mais ensuite il s'était rapproché. Il avait posé sa main sur sa jambe, et elle avait compris que ce n'était pas de la gentillesse, que c'était autre chose. Quelque chose qui la mettait mal à l'aise, qui la faisait trembler. Et elle avait essayé de se lever, de dire qu'elle devait aller se coucher, mais il l'avait retenue. Il avait dit qu'elle ne pouvait pas partir comme ça, qu'elle ne pouvait pas le laisser seul, qu'il avait besoin d'elle, et elle n'avait pas su quoi faire. Elle était paralysée par la peur, par le respect qu'elle avait pour lui, par l'idée qu'elle ne pouvait pas dire non à M. Bécaud, à cet homme qui était son employeur, qui payait son salaire, qui avait le pouvoir de la renvoyer, de ruiner sa réputation, de faire en sorte qu'elle ne trouve plus jamais de travail. Marguerite avait raconté à Thérèse comment elle avait pleuré pendant que ça se passait, comment elle avait fermé les yeux et prié pour que ça se termine vite, comment elle s'était sentie sale, souillée, détruite, et comment ensuite, quand c'était fini, M. Bécaud s'était comporté comme si de rien n'était, il avait rajusté ses vêtements, il lui avait donné une enveloppe pleine d'argent, il lui avait dit de ne rien dire à personne, que c'était leur secret, et il était monté se coucher en sifflotant une de ses chansons, et elle était restée là, seule dans le salon, avec cette enveloppe dans les mains, et ce sentiment qu'elle venait de perdre quelque chose qu'elle ne pourrait jamais récupérer, quelque chose de précieux, quelque chose qui faisait d'elle ce qu'elle était. Thérèse avait écouté ce récit avec horreur. Elle avait pris sa sœur dans ses bras, elle lui avait dit qu'elle devait aller à la police, qu'elle devait porter plainte,
que cet homme ne pouvait pas s'en tirer comme ça. Mais Marguerite avait refusé. Elle avait dit que personne ne les croirait, qu'elle n'était qu'une domestique et que lui était Gilberte Bécaud, que les gens penseraient qu'elle mentait pour obtenir de l'argent, qu'elle serait celle qu'on accuserait, qu'on traiterait de menteuse, de profiteuse, et qu'elle ne pourrait pas supporter ça, qu'elle préférait encore garder le silence et essayer d'oublier. Et Thérèse, bien qu'elle ne soit pas d'accord, avait respecté la décision de sa sœur. Elle avait gardé le secret. Elle n'avait rien dit à leurs parents. Elle avait juste essayé d'être là pour Marguerite, de la soutenir, de l'aider à traverser cette épreuve. Mais 3 semaines plus tard, Marguerite avait découvert qu'elle était enceinte. Et ce qui était déjà une tragédie était devenu un cauchemar parce qu'en 1968, en Bretagne, dans une famille catholique pratiquante, tomber enceinte hors mariage était une honte insurmontable. C'était quelque chose qui pouvait détruire non seulement la vie de la jeune fille, mais aussi celle de toute sa famille. Et Marguerite savait qu'elle ne pouvait pas garder cet enfant, qu'elle ne pouvait pas dire à ses parents d'où il venait, qu'elle ne pouvait pas élever seule l'enfant de l'homme qui l'avait détruite. Et elle avait écrit cette lettre à Gilbert Bécaud, cette lettre où elle lui annonçait la grossesse et lui demandait de l'aide, non pas parce qu'elle voulait son argent, mais parce qu'elle ne savait pas vers qui d'autre se tourner, parce qu'elle était perdue, terrifiée, désespérée. Et Gilbert avait répondu, a raconté Thérèse. Il avait envoyé son avocat avec une proposition, une grosse somme d'argent en échange d'un avortement et du silence de Marguerite. Et Marguerite avait accepté, non pas parce qu'elle voulait l'argent, mais parce qu'elle ne voyait pas d'autre solution, parce qu'elle pensait que c'était la seule façon de sortir de cette situation impossible. Mais elle n'avait pas utilisé l'argent pour aller dans une clinique en Suisse, comme Gilberte le pensait. Elle avait envoyé l'argent à leurs parents, qui avaient des dettes qui les étouffaient, qui risquaient de perdre leur maison, et elle était allée voir cette femme dans le village voisin. Cette femme dont tout le monde connaissait l'existence, mais dont personne ne parlait ouvertement, cette femme qui aidait les jeunes filles en difficulté moyennant une somme modique, et Marguerite était allée là-bas un soir de septembre, seule, sans dire à personne où elle allait, et elle n'était jamais revenue, enfin pas vivante, parce que le lendemain matin, la vieille femme avait appelé Thérèse en panique, elle avait dit que quelque chose avait mal tourné, que Marguerite avait perdu beaucoup de sang, qu'elle ne répondait plus, et quand Thérèse était arrivée, sa petite sœur était déjà partie, elle était allongée sur cette table de cuisine, pâle comme un linge, les yeux ouverts mais vides, et Thérèse avait hurlé. Elle avait hurlé jusqu'à ce que sa voix se brise. Elle avait hurlé contre cette injustice, contre ce monde qui permettait à des hommes comme Gilberte Bécaud de détruire des jeunes filles innocentes et de s'en tirer sans conséquence, contre ce système qui protégeait les riches et les célèbres et qui abandonnait les pauvres et les vulnérables. Thérèse avait voulu aller à la police. Elle avait voulu tout raconter. Elle avait voulu que Gilbert Bécaud paie pour ce qu'il avait fait. Mais la vieille femme l'en avait dissuadée. Elle avait dit que si Thérèse parlait, elle serait elle aussi accusée, qu'on dirait qu'elle était complice, qu'elle avait aidé sa sœur à se faire avorter, ce qui était illégal, et qu'elle finirait en prison. Et leurs parents, qui ne savaient rien de tout ça, seraient détruits par le scandale, et Thérèse, dans son chagrin et sa confusion, avait cédé. Elle avait accepté de garder le secret, elle avait dit à ses parents que Marguerite était partie travailler à Paris, qu'elle avait trouvé un meilleur emploi, et quelques semaines plus tard, elle leur avait annoncé que Marguerite avait eu un accident, qu'elle était décédée, et ils l'avaient cru. Ils avaient pleuré leur fille, ils l'avaient enterrée dans le petit cimetière du village, et personne n'avait jamais su la vérité. Personne sauf Thérèse, qui avait porté ce secret comme une croix pendant 55 ans, qui s'était réveillée chaque matin avec le visage de sa sœur devant les yeux, qui s'était endormie chaque soir en se demandant si elle avait fait le bon choix, si elle aurait dû parler, si elle aurait dû se battre, si elle aurait dû exiger justice, même si cela signifiait détruire sa propre vie. Et puis, quelques mois après la mort de Marguerite, l'argent avait commencé à arriver. Chaque mois, une enveloppe avec des billets, sans mots, sans explication, juste de l'argent. Et Thérèse avait compris que c'était Gilberte Bécaud qui envoyait cet argent, que c'était sa façon à lui de se racheter, de calmer sa conscience, et elle avait été tentée de renvoyer l'argent, de lui cracher à la figure.
Mais elle avait pensé à ses parents, à leurs dettes, à leur maison qu'ils risquaient de perdre. Et elle avait gardé l'argent. Elle l'avait donné à ses parents en leur disant que c'était l'assurance vie de Marguerite, et ils l'avaient accepté avec gratitude, sans poser de questions. Et cet argent les avait sauvés. Il avait payé leurs dettes. Il leur avait permis de garder leur maison, de vivre leurs dernières années dans une relative tranquillité. Mais pour Thérèse, chaque billet était une tache de sang. Chaque enveloppe était un rappel de ce qui s'était passé, de ce qu'elle avait perdu, de ce qu'elle n'avait pas fait. Et elle avait vécu avec cette culpabilité pendant toutes ces années. Elle avait vécu en se demandant si elle était complice, si en acceptant cet argent elle n'avait pas, d'une certaine manière, pardonné à Gilberte Bécaud, si elle n'avait pas, d'une certaine manière, trahi la mémoire de sa sœur. Claire Fontaine a écouté ce témoignage avec des larmes dans les yeux. Elle a compris que l'histoire était encore plus terrible qu'elle ne l'avait imaginé, que Gilberte Bécaud n'avait pas seulement détruit Marguerite, il avait aussi détruit Thérèse. Il avait détruit toute une famille. Il avait laissé derrière lui un sillage de douleur et de culpabilité qui s'étendait sur des décennies. Et elle a demandé à Thérèse pourquoi elle avait décidé de parler maintenant, après tant d'années de silence, et Thérèse a répondu qu'elle avait lu dans le livre de Claire l'histoire d'Anne Bécaud, qu'elle avait compris qu'Anne aussi avait été une victime, qu'Anne avait passé sa vie à chercher l'amour de son père et qu'elle était morte dans cette quête impossible. Et Thérèse avait réalisé que les victimes de Gilberte Bécaud n'étaient pas seulement Marguerite et elle-même, mais aussi ses propres enfants, aussi sa propre famille, que Gilberte avait détruit tout ce qu'il touchait, que sa célébrité, son talent, son charisme n'étaient qu'un masque qui cachait un homme profondément brisé, un homme incapable d'aimer vraiment, un homme qui prenait et prenait sans jamais donner. Et Thérèse avait voulu que le monde sache, que les gens comprennent que derrière chaque grande star se cache souvent une grande souffrance, non pas la souffrance de la star elle-même, mais la souffrance de tous ceux qui ont eu le malheur de croiser son chemin, de tomber dans son orbite, d'être utilisés et jetés comme des objets sans valeur. Thérèse a aussi raconté quelque chose que personne d'autre ne savait, quelque chose qu'elle avait découvert des années plus tard, en 1995, juste avant la mort de leur mère. Leur mère qui, sur son lit de mort, avait appelé Thérèse et lui avait dit qu'elle savait, qu'elle avait toujours su, qu'elle n'était pas dupe, qu'elle avait compris que Marguerite n'était pas morte dans un accident, qu'elle avait compris que quelque chose de terrible s'était passé et qu'elle avait accepté l'argent de Gilbert Bécaud en sachant d'où il venait, en sachant ce qu'il signifiait, parce qu'elle aussi avait fait le choix de protéger sa famille, de protéger Thérèse, de protéger leur vie, même si cela signifiait vivre avec un mensonge, même si cela signifiait accepter l'argent du sang. Et elle avait demandé pardon à Thérèse. Elle avait dit qu'elle aurait dû être plus forte, qu'elle aurait dû exiger justice pour Marguerite, mais qu'elle avait eu peur de perdre tout ce qui lui restait, peur de voir sa famille détruite par un scandale, peur de finir seule et abandonnée, et Thérèse avait compris que sa mère aussi avait été une victime, que Gilbert Bécaud avait détruit non pas une vie mais plusieurs, qu'il avait créé une chaîne de souffrance qui s'étendait bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer, et que cette chaîne continuait encore aujourd'hui, même après sa mort, même après toutes ces années, parce que les blessures qu'il avait infligées ne guérissaient jamais vraiment. Elles restaient là, enfouies, suppurantes, empoisonnant tout ce qu'elle touchait. Claire a demandé à Thérèse si elle accepterait de témoigner publiquement, de mettre son nom sur son histoire, de permettre au monde de connaître la vérité complète. Mais Thérèse a refusé. Elle a dit qu'elle était trop vieille, trop fatiguée, qu'elle voulait finir sa vie en paix, qu'elle avait fait ce qu'elle devait faire en racontant son histoire à Claire, et que maintenant c'était à Claire de décider quoi en faire, comment l'utiliser, comment faire en sorte que la mémoire de Marguerite soit honorée sans pour autant détruire davantage de vies, et Claire a promis qu'elle ferait de son mieux, qu'elle raconterait l'histoire de Marguerite avec respect et dignité, qu'elle ne l'utiliserait pas simplement pour vendre des livres ou faire sensation, mais qu'elle essaierait de faire comprendre aux gens que derrière chaque scandale de célébrité se cachent des vraies personnes, des vraies vies, des vraies souffrances, et que nous avons tous une responsabilité, en tant que société, de ne pas fermer les yeux, de ne pas excuser l'inexcusable sous prétexte de talent ou de célébrité,
de ne pas permettre que le pouvoir et la richesse deviennent des boucliers contre la justice et la vérité. Quand Claire est repartie de Quimper ce soir-là, quand elle a pris le train qui la ramenait à Paris à travers la campagne bretonne plongée dans l'obscurité, elle a regardé par la fenêtre les lumières des maisons qui défilaient, les vies qui se déroulaient derrière ces fenêtres, les familles qui dînaient ensemble, les enfants qui faisaient leurs devoirs, les couples qui regardaient la télévision, toutes ces vies ordinaires qui continuaient sans savoir, sans se douter que quelque part, dans une petite maison de Quimper, une vieille femme venait de raconter une histoire qui changerait tout, qui ferait voler en éclats ce qui restait de la légende de Gilbert Bécaud, qui forcerait le monde à regarder en face la vérité sur cet homme que des millions de gens avaient adoré. Et Claire s'est demandé si elle avait le droit de faire ça, si elle avait le droit de détruire l'image que les gens avaient de Gilbert, de leur enlever cette joie qu'ils ressentaient en écoutant ses chansons, de transformer leurs souvenirs heureux en quelque chose de sombre et de troublant, mais elle s'est aussi dit que la vérité avait sa propre valeur, que la vérité était plus importante que le confort, que la vérité était ce que nous devions aux victimes, à Marguerite, à Anne, à toutes celles et ceux qui avaient souffert en silence pendant que le monde applaudissait et dansait sur les chansons de leurs bourreaux. Le deuxième livre de Claire Fontaine est sorti en mars 2024. Il s'intitulait « La malédiction Bécaud, le témoignage final ». Et il contenait l'histoire de Thérèse, racontée avec tous les détails que la vieille femme avait partagés, mais sans révéler son identité, en la présentant simplement comme « Quote Hongant, la sœur de Marguerite Quote 51 », et ce livre a eu un impact encore plus grand que le premier, parce qu'il ne se contentait pas de révéler les crimes de Gilberte Bécaud, il montrait aussi les conséquences de ces crimes. Il montrait comment une seule nuit de violence pouvait détruire non pas une vie, mais des dizaines de vies, comment le silence et la complicité de toute une société permettaient à ces crimes de se perpétuer, comment l'argent et le pouvoir pouvaient acheter non seulement le silence des victimes, mais aussi celui de leurs familles, de la police, de la justice, de tous ceux qui auraient dû protéger les faibles, mais qui choisissaient de protéger les puissants, et les lecteurs ont été bouleversés. Ils ont pleuré en lisant l'histoire de Marguerite. Ils ont été révoltés par l'injustice de sa mort. Ils ont été horrifiés par la façon dont Gilbert Bécaud avait continué sa vie comme si de rien n'était, comme si Marguerite n'avait jamais existé, comme si sa mort n'avait aucune importance. Et ils ont commencé à se poser des questions sur les autres célébrités qu'ils admiraient, sur les autres histoires qui restaient cachées, sur les autres victimes qui n'avaient jamais eu la chance de raconter leur histoire. Le livre a déclenché un mouvement de femmes qui ont commencé à parler, à raconter leurs propres histoires d'abus et de violence de la part d'hommes célèbres, d'hommes puissants, d'hommes qui pensaient que leur statut leur donnait le droit de prendre ce qu'ils voulaient sans conséquence. Et ce mouvement a grandi, il s'est répandu à travers la France, puis à travers l'Europe, puis à travers le monde, et soudain il n'était plus possible d'ignorer. Il n'était plus possible de fermer les yeux. Il n'était plus possible de dire que c'était juste une histoire isolée, juste un cas malheureux, parce que les histoires se multipliaient, les témoignages s'accumulaient, et il devenait évident que ce n'était pas un problème individuel, mais un problème systémique, un problème qui touchait toutes les industries, tous les milieux, tous les pays, un problème qui existait depuis toujours, mais que personne n'avait voulu voir, que personne n'avait voulu affronter, parce que c'était plus facile de regarder ailleurs, plus facile de profiter du talent et du divertissement que ces hommes offraient sans se demander quel était le prix que d'autres payaient pour ce divertissement. Et Gilbert Bécaud est devenu un symbole, non pas le symbole qu'il avait voulu être, non pas le symbole de la joie de vivre et de l'énergie débordante, mais le symbole de tout ce qui était pourri dans le monde du spectacle, le symbole de l'impunité des puissants, le symbole de la souffrance des victimes oubliées, et son nom, qui avait été synonyme de bonheur et de fête, est devenu synonyme de honte et de scandale, et ses chansons, qui avaient refait danser des générations, sont devenues impossibles à écouter sans penser à Marguerite, sans penser à Anne, sans penser à toutes les autres victimes dont on ne connaîtrait jamais les noms. Et peut-être que c'était injuste, peut-être que l'art devrait être séparé de l'artiste, peut-être que les chansons de Gilberte méritaient de survivre indépendamment de l'homme qui les avait créées. Mais comment pouvait-on séparer les deux? Comment pouvait-on écouter
Quote 52. Et maintenant, quote 53. Sans penser à Marguerite qui n'avait plus d'avenir, comment pouvait-on écouter? Quote 54. Je t'appartiens. Sans penser à la façon dont Gilbert avait pris possession du corps de Marguerite sans son consentement. Comment pouvait-on écouter ces chansons d'amour en sachant qu'elles avaient été écrites par un homme qui ne savait pas ce qu'était vraiment l'amour, qui confondait l'amour avec la possession, avec le contrôle, avec le pouvoir? La famille Bécaud a essayé de se défendre, ils ont publié des communiqués disant que Gilbert n'avait jamais été condamné, qu'il était innocent jusqu'à preuve du contraire, que les accusations contre lui étaient basées sur des témoignages invérifiables, sur des documents qui pouvaient avoir été falsifiés, mais personne ne les écoutait plus, parce que l'opinion publique avait déjà rendu son verdict, parce que les gens avaient décidé que Gilbert Bécaud était coupable, non seulement de ce qu'il avait fait à Marguerite, mais aussi de tout ce qu'il représentait, de tout ce système qui permettait aux hommes comme lui de s'en tirer, et la famille a fini par abandonner, par se retirer complètement de la vie publique, par changer de nom pour certains, par déménager à l'étranger pour d'autres, par essayer de construire de nouvelles vies loin de l'ombre écrasante de Gilbert, loin de cette malédiction qui semblait poursuivre tous ceux qui portaient le nom Bécaud, et peut-être qu'ils ont réussi, peut-être qu'ils ont trouvé la paix quelque part, loin des projecteurs, loin des scandales, loin de tout ce qui leur rappelait leur père, leur grand-père, cet homme qui avait été à la fois leur plus grande fierté et leur plus grande honte. Mais la question reste, la question qui hante encore aujourd'hui tous ceux qui ont suivi cette histoire, tous ceux qui ont lu les livres de Claire Fontaine, tous ceux qui ont essayé de comprendre comment un homme pouvait être à la fois un génie et un monstre. La question est-ce que Gilbert Bécaud mérite d'être pardonné? Est-ce que son art peut racheter ses crimes? Est-ce que nous pouvons séparer l'homme de l'œuvre? Ou est-ce que tout est irrémédiablement lié? Est-ce que chaque note de musique qu'il a composée est entachée par le sang de Marguerite? Est-ce que chaque mot qu'il a chanté est un mensonge, parce qu'il venait d'un homme qui ne connaissait pas la vérité, qui ne connaissait pas l'amour, qui ne connaissait que lui-même et ses propres désirs? Et peut-être qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Peut-être que chacun doit décider pour soi-même. Peut-être que certains continueront à écouter ces chansons en fermant les yeux sur ce qu'il a fait, en se disant que l'art transcende l'artiste, et peut-être que d'autres ne pourront plus jamais écouter une seule note sans penser à Marguerite, sans penser à Anne, sans penser à toutes les victimes qui n'ont jamais eu justice. Et peut-être que les deux positions sont valides, peut-être qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, peut-être que c'est ça la vraie malédiction. Non pas une malédiction surnaturelle qui frappe une famille, mais une malédiction morale qui nous force à choisir entre notre amour de l'art et notre sens de la justice, entre notre nostalgie du passé et notre compréhension du présent, entre ce que nous voulons croire et ce que nous savons être vrai. Dans les archives de la préfecture de police de Paris, au sous-sol poussiéreux, où dorment les dossiers que personne ne consulte plus, où l'odeur de papier moisi se mêle à celle du désinfectant industriel, où les néons clignotent faiblement au-dessus des rangées interminables d'étagères métalliques, un archiviste nommé Bernard Rousseau, 63 ans, à quelques mois de sa retraite, a fait une découverte qui allait rouvrir le dossier Bécaud d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. Bernard travaillait ce jour-là de février 2025 sur la numérisation des vieux rapports de police des années 60, un travail fastidieux que personne ne voulait faire, mais qui devait être accompli avant que ces documents ne se désintègrent complètement, et en feuilletant un carton étiqueté « Quote 56 »,« Affaire classée 1968 Quote 57 », il est tombé sur un rapport qui n'aurait jamais dû être là, un rapport qui aurait dû être détruit depuis longtemps selon les procédures normales, mais qui avait survécu par un hasard extraordinaire. Peut-être parce qu'il avait été mal classé, peut-être parce qu'un archiviste négligent l'avait rangé au mauvais endroit, ou peut-être parce que quelque chose, quelque part, voulait que cette vérité finisse par sortir. Le rapport datait du 27 août 1968, soit 12 jours après la nuit où Gilbert Bécaud avait agressé Marguerite Leclerc, et il avait été rédigé par un inspecteur nommé Jean-Claude Moreau, aujourd'hui décédé depuis 20 ans,
Un homme qui avait la réputation d'être incorruptible, un homme qui ne fermait jamais les yeux sur les crimes des puissants, un homme qui avait passé sa carrière à se battre contre un système qui protégeait les riches et abandonnait les pauvres. Dans ce rapport, l'inspecteur Moreau écrivait qu'il avait reçu un appel anonyme d'une femme qui prétendait avoir été témoin d'une agression sexuelle dans la villa de Gilberte Bécaud, à Boulogne-Billancourt, que cette femme avait donné des détails précis sur la date, l'heure et les circonstances de l'agression, qu'elle avait décrit la victime comme étant une jeune employée de maison d'environ 22 ans, et qu'elle avait affirmé avoir vu M. Bécaud forcer cette jeune femme à avoir des relations sexuelles contre son gré dans le salon de la villa pendant que le reste de la famille dormait à l'étage. L'inspecteur Moreau avait pris cet appel au sérieux. Il avait ouvert une enquête préliminaire. Il s'était rendu à la villa Bécaud pour interroger les occupants, mais quand il était arrivé, on lui avait dit que la jeune employée en question, Marguerite Leclerc, avait démissionné et était retournée en Bretagne, qu'elle n'avait laissé aucune adresse de contact et que personne dans la maison ne savait où elle se trouvait. L'inspecteur avait interrogé Gilbert Bécaud lui-même, qui avait nié catégoriquement toute accusation, qui avait dit que Marguerite était une employée modèle qui était partie de son plein gré pour des raisons personnelles et qui avait menacé de porter plainte pour diffamation si l'inspecteur continuait à le harceler avec ses accusations sans fondement. L'inspecteur avait aussi interrogé Kitty Bécaud, l'épouse de Gilberte, qui avait confirmé la version de son mari, qui avait dit qu'elle n'avait rien entendu cette nuit-là, qu'elle dormait profondément, et que Marguerite était partie sans explication, ce qui était certes étrange mais pas criminel. L'inspecteur Moreau avait essayé de retrouver Marguerite en Bretagne, il avait contacté la gendarmerie locale, mais avant qu'il ne puisse la localiser, il avait reçu un ordre de sa hiérarchie de classer l'affaire, un ordre qui venait directement du préfet de police, un ordre qui ne laissait aucune place à la discussion, et l'inspecteur, bien qu'il soit convaincu que quelque chose de grave s'était passé dans cette villa, avait dû obéir. Il avait dû fermer son enquête, il avait dû ranger son rapport dans un carton et passer à autre chose. Mais il avait ajouté une note manuscrite à la fin du rapport, une note qui disait simplement « Je suis convaincu que Gilberte Bécaud a commis un crime cette nuit-là. Je suis convaincu que Marguerite Leclerc était une victime et je suis convaincu que cette affaire a été étouffée pour protéger un homme célèbre. Un jour, j'espère que la vérité sortira. Un jour, j'espère que justice sera faite, même si je ne suis plus là pour le voir. » Bernard Rousseau a lu ce rapport avec stupéfaction. Il a compris immédiatement l'importance de ce qu'il venait de trouver. Il a compris que ce document prouvait que la police savait, que la police avait enquêté, que la police avait été empêchée de faire son travail par des pressions politiques, et il a su qu'il devait faire quelque chose, qu'il ne pouvait pas simplement ranger ce rapport et faire comme s'il ne l'avait jamais vu. Alors il a contacté Claire Fontaine, il lui a dit ce qu'il avait trouvé, et Claire est venue immédiatement, elle a lu le rapport, elle a photographié chaque page, et elle a su que c'était la pièce manquante du puzzle, la preuve définitive que Gilberte Bécaud n'était pas seulement un agresseur, mais aussi un homme qui avait utilisé son pouvoir et ses connexions pour échapper à la justice, pour faire taire ceux qui essayaient de le tenir responsable, pour continuer sa vie comme si de rien n'était pendant que sa victime mourait seule dans une cuisine bretonne. Claire a publié ce rapport dans un article qui a fait la une de tous les journaux français. Un article intitulé « La police savait ». Comment Gilbert Bécaud a échappé à la justice en 1968. Et cet article a provoqué un scandale encore plus grand que les livres précédents. Parce qu'il ne s'agissait plus seulement de Gilberte Bécaud, il s'agissait de tout un système, d'une police qui fermait les yeux sur les crimes des célébrités, d'une justice qui protégeait les puissants au lieu de protéger les victimes, d'une société qui valorisait la réputation d'un chanteur plus que la vie d'une jeune femme innocente. Le gouvernement a été forcé de réagir. Le ministre de l'Intérieur a ordonné une enquête interne pour comprendre comment cette affaire avait été étouffée, qui avait donné l'ordre de classer le dossier, qui avait fait pression sur l'inspecteur Moreau, et l'enquête a révélé que l'ordre était venu du préfet de police de l'époque, un homme nommé Maurice Papon, qui avait des liens étroits avec le milieu du spectacle, qui assistait régulièrement aux concerts de Gilberte Bécaud, qui était un ami personnel de la famille, et qui avait utilisé son pouvoir pour protéger Gilberte, non pas parce qu'il croyait en son innocence, mais parce qu'il pensait que la réputation d'une star française était plus importante que la justice pour une simple domestique,
Et cette révélation a choqué le pays. Elle a montré à quel point la corruption était profonde, à quel point le système était pourri, à quel point les victimes étaient abandonnées par ceux-là même qui étaient censés les protéger. Maurice Papon était mort depuis longtemps. Il ne pouvait plus être tenu responsable, mais son nom est devenu synonyme de corruption et de complicité. Et sa famille, comme celle de Gilbert Bécaud, a dû porter le poids de ses actions, a dû vivre avec la honte de savoir que leur père, leur grand-père, avait été complice d'un crime, avait permis qu'une jeune femme meure sans que justice ne soit faite. Mais la découverte la plus troublante est venue quelques semaines plus tard, quand un autre document a été retrouvé dans les archives. Un document qui n'était pas un rapport de police, mais une lettre écrite par Kitty Bécaud elle-même, l'épouse de Gilberte, adressée à son avocat et datée du 15 septembre 1968, soit quelques jours après la mort de Marguerite. Dans cette lettre, Kitty écrivait qu'elle savait ce qui s'était passé cette nuit du 15 août, qu'elle n'avait pas dormi comme elle l'avait prétendu à la police, qu'elle avait entendu des bruits en bas, qu'elle était descendue et qu'elle avait vu Gilberte avec Marguerite, qu'elle avait vu la jeune femme pleurer, qu'elle avait compris ce qui se passait, mais qu'elle n'était pas intervenue, qu'elle était remontée dans sa chambre et qu'elle avait fait semblant de dormir, parce qu'elle avait peur de Gilberte, peur de ce qu'il pourrait faire si elle le confrontait, peur de perdre sa vie confortable, sa position sociale, son statut d'épouse d'une star, et elle écrivait qu'elle se sentait coupable, qu'elle se sentait complice, qu'elle ne pouvait plus dormir la nuit parce qu'elle voyait le visage de Marguerite, mais qu'elle ne savait pas quoi faire, qu'elle ne pouvait pas aller à la police parce que cela détruirait sa famille, détruirait ses enfants, détruirait tout ce qu'elle avait construit. Alors elle demandait conseil à son avocat. Elle lui demandait s'il y avait un moyen de réparer ce qui s'était passé sans détruire sa vie, et l'avocat lui avait répondu, dans une lettre qui était attachée à celle de Kitty, que la meilleure chose à faire était de ne rien faire, de garder le silence, de laisser le temps effacer les traces, et que si elle se sentait coupable, elle pouvait faire des dons à des œuvres caritatives, elle pouvait aider d'autres jeunes femmes en difficulté, elle pouvait essayer de racheter sa conscience de cette manière, mais qu'elle ne devait surtout pas parler, surtout pas témoigner, surtout pas mettre en danger sa famille pour une affaire qui était déjà classée. Cette lettre a détruit ce qui restait de la réputation de Kitty Bécaud, qui était morte en 2015 sans jamais avoir parlé publiquement de cette nuit, qui avait emporté son secret dans sa tombe, mais qui avait laissé derrière elle cette lettre qui prouvait qu'elle savait, qu'elle avait été témoin, qu'elle aurait pu sauver Marguerite si elle avait parlé, si elle avait témoigné, si elle avait eu le courage de choisir la justice plutôt que son confort personnel, et les gens ont été horrifiés. Ils ont compris que Kitty n'était pas seulement une victime de Gilberte, comme on l'avait longtemps pensé. Elle était aussi une complice. Elle avait choisi de protéger son mari plutôt que de protéger une jeune femme innocente. Elle avait choisi sa vie de luxe plutôt que la vie de Marguerite. Et ce choix terrible, avait eu des conséquences qui s'étendaient bien au-delà de cette nuit de 1968, parce que si Kitty avait parlé, si elle avait témoigné, Marguerite aurait peut-être eu justice, Gilbert aurait peut-être été arrêté, et peut-être que toute la tragédie qui a suivi, la mort de Marguerite, la culpabilité de Thérèse, l'obsession d'Anne, l'incendie de la villa, tout cela aurait pu être évité. Tout cela n'aurait jamais eu lieu si une seule personne avait eu le courage de dire la vérité au bon moment. Et c'est là que réside la vraie malédiction Bécaud. Pas dans une maison hantée, pas dans des fantômes qui errent la nuit, pas dans une force surnaturelle qui frappe une famille, mais dans les choix que les gens font, dans les silences qu'ils choisissent de garder, dans les vérités qu'ils décident d'enterrer, parce que chaque silence a un prix, chaque mensonge a des conséquences. Et ces conséquences se propagent comme des ondes dans l'eau, touchant des vies que nous ne verrons jamais, détruisant des gens que nous ne connaîtrons jamais, créant une chaîne de souffrance qui peut durer des générations. Et la famille Bécaud a payé ce prix. Elle a payé le prix du silence de Gilbert, du silence de Kitty, du silence de tous ceux qui savaient mais qui n'ont rien dit. Et ce prix a été payé en vies humaines, en Marguerite qui est morte à 23 ans, en Anne qui est morte à 54 ans, en Thérèse qui a vécu 55 ans avec une culpabilité qui n'était pas la sienne, en tous les enfants Bécaud qui ont grandi dans l'ombre d'un père qui ne savait pas aimer,
qui ont porté le poids d'un nom qui est devenu synonyme de honte, qui ont dû reconstruire leur vie loin de tout ce qu'ils avaient connu, loin de tout ce qu'ils avaient cru être vrai. Claire Fontaine a publié un 3e et dernier livre en septembre 2025, un livre intitulé « Quote 62 ». La malédiction, Béco, le prix du silence. Quote 63. Et dans ce livre, elle a raconté toute l'histoire, depuis cette nuit de 1968 jusqu'à aujourd'hui. Elle a raconté comment un seul acte de violence avait déclenché une cascade d'événements qui avaient détruit des dizaines de vies. Comment le silence et la complicité avaient permis à cette destruction de continuer. Comment le système avait protégé les puissants et abandonné les faibles, et comment, finalement, la vérité avait fini par sortir, non pas parce que la justice avait triomphé, mais parce que des gens ordinaires, des gens comme l'inspecteur Moreau, comme Thérèse Leclerc, comme Bernard Rousseau, avaient refusé de se taire, avaient refusé d'oublier, avaient refusé de laisser les victimes être effacées de l'histoire, et ce livre est devenu un phénomène mondial. Il a été traduit dans 30 langues, il a été lu par des millions de personnes, et il a changé la façon dont les gens pensaient aux célébrités, à la justice, au pouvoir, parce qu'il a montré que personne n'est au-dessus de la loi, que personne ne devrait être protégé simplement parce qu'il est célèbre, ou riche, ou puissant, et que les victimes, même celles qui sont mortes depuis longtemps, même celles qui ont été oubliées, méritent d'être entendues, méritent d'être reconnues, méritent que leur histoire soit racontée. Aujourd'hui, en 2026, 7 ans après l'incendie qui a tué Anne Béco, la France a changé, pas complètement, pas parfaitement, mais suffisamment pour que l'on puisse dire que quelque chose s'est déplacé, que quelque chose s'est transformé dans la conscience collective. Les lois ont été renforcées pour protéger les victimes d'agressions sexuelles, pour faciliter les témoignages, pour punir plus sévèrement les agresseurs, et surtout pour empêcher que le pouvoir et la célébrité ne deviennent des boucliers contre la justice. Des commissions d'enquête ont été créées pour examiner les vieilles affaires classées, pour rouvrir les dossiers qui avaient été enterrés, pour donner une voix aux victimes qui n'avaient jamais été entendues, et des dizaines d'affaires ont été rouvertes, des dizaines de vérités ont été révélées, des dizaines de familles ont enfin obtenu justice, même si cette justice venait trop tard, même si elle ne pouvait pas ramener les morts, même si elle ne pouvait pas effacer la souffrance, elle était là, elle existait, elle disait aux victimes « Nous vous croyons, nous vous entendons, vous n'êtes pas seuls ». La Villa Béco n'existe plus. À sa place se dressent des immeubles modernes où vivent des familles qui ne connaissent rien de l'histoire de ce lieu, mais sur le trottoir devant ces immeubles, la mairie de Boulogne-Billancourt a installé une plaque commémorative, une plaque qui porte 2 noms, Marguerite Leclerc et Anne Béco, et sous ces noms, une inscription qui dit « Quote 64 », en mémoire des victimes du silence, que leur histoire nous rappelle que la vérité, même douloureuse, est toujours préférable au mensonge, et que la justice, même tardive, est toujours nécessaire. Quote 65. Thérèse Leclerc est décédée paisiblement dans son sommeil en avril 2026, à l'âge de 88 ans, entourée de ses petits-enfants qui ne connaissaient pas toute son histoire, mais qui savaient qu'elle avait été une femme courageuse, une femme qui avait porté un fardeau terrible pendant toute sa vie, mais qui avait finalement trouvé la force de parler, de témoigner, de faire en sorte que sa sœur ne soit pas oubliée, et à ses funérailles, Claire Fontaine a lu un texte que Thérèse avait écrit quelques semaines avant sa mort. Un texte où elle disait « Quote 66. Je pars en paix maintenant, parce que je sais que Marguerite n'a pas été oubliée. Je sais que son histoire a été racontée. Je sais que sa mort n'a pas été vaine, parce qu'elle a permis de changer les choses. Elle a permis d'ouvrir les yeux des gens. Elle a permis de sauver d'autres jeunes femmes qui auraient pu subir le même sort. Et c'est tout ce que je pouvais espérer. C'est tout ce que je voulais. Que ma petite sœur, ma Marguerite, soit enfin reconnue, soit enfin honorée, soit enfin en paix. » Les enfants de Gilberte Bécaud vivent aujourd'hui des vies discrètes, loin des projecteurs. Certains ont changé de nom, d'autres ont déménagé à l'étranger. Tous ont dû faire leur deuil non seulement de leur père, mais aussi de l'image qu'ils avaient de lui. Tous ont dû accepter que l'homme qu'ils avaient aimé, ou essayé d'aimer,
était aussi un homme qui avait commis des actes terribles, et cette acceptation n'a pas été facile. Elle a demandé des années de thérapie, des années de réflexion, des années de douleur, mais certains d'entre eux ont trouvé un chemin vers la guérison. Un chemin qui passe par la reconnaissance de la vérité, par l'acceptation de la responsabilité, non pas leur responsabilité personnelle pour les actes de leur père, mais leur responsabilité de ne pas perpétuer le silence, de ne pas protéger sa mémoire au détriment de ses victimes, de ne pas choisir le confort du mensonge plutôt que l'inconfort de la vérité. La musique de Gilberte Bécaud existe toujours. Ses chansons sont toujours là, enregistrées, archivées, disponibles pour ceux qui veulent les écouter, mais elles ne sont plus jouées à la radio, elles ne sont plus diffusées dans les lieux publics, elles ne font plus partie de la bande-son collective de la France. Parce que trop de gens ne peuvent plus les entendre sans penser à Marguerite, sans penser à Anne, sans penser à toutes les victimes, et peut-être que c'est injuste pour la musique elle-même, pour les notes, pour les mélodies, pour l'art pur qui existe indépendamment de son créateur, mais peut-être aussi que c'est le prix à payer. Peut-être que c'est la conséquence naturelle des actes de Gilbert, peut-être que son héritage musical devait être sacrifié pour que son héritage criminel soit reconnu, pour que les victimes soient enfin entendues, pour que la justice, même imparfaite, même incomplète, soit faite. Certains musicologues, certains critiques, certains amateurs de musique protestent. Ils disent que l'art doit être séparé de l'artiste, que les chansons de Gilberte méritent de survivre indépendamment de l'homme qui les a créées. Et ils ont peut-être raison. Peut-être que dans 50 ans, dans 100 ans, quand tous les protagonistes de cette histoire seront morts, quand la douleur se sera atténuée, quand le temps aura fait son œuvre, les gens pourront à nouveau écouter, quote, 68, et maintenant, quote, 69, sans penser à Marguerite, pourront à nouveau danser sur, quote, 70, l'orange. Sans penser à Anne. Mais pour l'instant, aujourd'hui, en 2026, c'est impossible. Pour l'instant, la musique de Gilberte Bécaud est indissociable de ses crimes. Et peut-être que c'est ainsi que cela doit être. Peut-être que c'est le seul moyen de s'assurer que les victimes ne soient pas oubliées, que leur histoire continue d'être racontée, que leur souffrance continue d'être reconnue. Mais une question demeure, une question qui hante encore tous ceux qui ont suivi cette histoire, tous ceux qui ont lu les livres de Claire Fontaine, tous ceux qui ont essayé de comprendre comment une seule nuit de violence a pu déclencher une cascade de tragédies qui s'est étendue sur près de 60 ans. Était-ce vraiment une malédiction? Ou était-ce simplement la conséquence logique et inévitable des choix que les gens ont faits, des silences qu'ils ont gardés, des vérités qu'ils ont enterrées? Était-ce le destin, ou était-ce la responsabilité humaine? Était-ce quelque chose de surnaturel, ou était-ce quelque chose de terriblement, douloureusement naturel? Et peut-être que la réponse est que c'était les deux. Peut-être que la malédiction était réelle, mais qu'elle n'était pas magique. Elle était humaine, elle était faite de culpabilité et de honte, de secrets et de mensonges, de peur et de lâcheté. Et elle s'est transmise de génération en génération, non pas par une force mystique, mais par les choix que chaque personne a faits, par les moments où quelqu'un aurait pu parler mais a choisi de se taire, par les moments où quelqu'un aurait pu agir mais a choisi de regarder ailleurs, par les moments où quelqu'un aurait pu choisir la justice mais a choisi le confort. Et c'est ça la vraie malédiction. Pas un sort jeté par une sorcière, pas une punition divine, mais la conséquence cumulative de milliers de petites lâchetés, de milliers de petits silences, de milliers de petites trahisons qui s'additionnent jusqu'à créer une tragédie d'une ampleur inimaginable. Et si nous voulons briser cette malédiction, si nous voulons empêcher que de telles tragédies se reproduisent, nous devons commencer par nous-mêmes, par nos propres choix, par nos propres silences. Nous devons nous demander quand est-ce que nous choisissons le confort plutôt que la vérité? Quand est-ce que nous protégeons les puissants plutôt que les victimes? Quand est-ce que nous fermons les yeux sur l'injustice parce qu'il est plus facile de ne pas voir, et nous devons avoir le courage de faire différemment, le courage de parler quand il serait plus facile de se taire, le courage d'agir quand il serait plus confortable de ne rien faire, le courage de choisir la justice même quand elle nous coûte quelque chose, parce que c'est seulement ainsi, seulement par ces choix individuels répétés encore et encore,
que nous pouvons créer une société où les Marguerite et les Anne de ce monde ne sont plus sacrifiées sur l'autel de la célébrité, où les victimes sont entendues et protégées, où la vérité est valorisée plus que le mensonge, où la justice est accessible à tous et pas seulement aux riches et aux puissants, et peut-être que c'est un rêve impossible, peut-être que c'est une utopie, mais c'est un rêve pour lequel il vaut la peine de se battre, c'est une utopie vers laquelle il vaut la peine de tendre, parce que l'alternative est de continuer à vivre dans un monde où les malédictions se perpétuent, où les victimes sont oubliées, où les puissants s'en tirent toujours, et c'est un monde dans lequel personne ne devrait vouloir vivre. L'histoire de Gilberte Bécaud, de Marguerite Leclerc, d'Anne Bécaud, de Thérèse Leclerc, de Kitty Bécaud, de tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie, est une histoire qui nous appartient à tous maintenant. C'est une histoire qui nous rappelle ce qui peut arriver quand nous choisissons le silence, quand nous protégeons les mauvaises personnes, quand nous valorisons la réputation plus que la vie humaine, et c'est une histoire qui nous montre aussi ce qui peut arriver quand quelqu'un, quelque part, décide de parler, décide de témoigner, décide de se battre pour la vérité même, quand tout le monde lui dit de se taire, parce que c'est grâce à ces personnes courageuses, ces personnes qui refusent d'accepter l'injustice, ces personnes qui insistent pour que les victimes soient entendues, que le changement devient possible, que la justice devient réalisable, que l'espoir devient réel. Et peut-être que c'est ça le vrai héritage de cette histoire, pas la malédiction, pas la tragédie, mais l'espoir. L'espoir que nous pouvons faire mieux, que nous pouvons être meilleurs, que nous pouvons créer un monde où de telles histoires n'ont plus besoin d'être racontées parce qu'elles n'arrivent plus. Et c'est vers cet espoir que nous devons tendre, c'est pour cet espoir que nous devons nous battre, c'est cet espoir que nous devons garder vivant, même dans les moments les plus sombres, même quand tout semble perdu, parce que tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a des gens qui refusent de se taire, tant qu'il y a des gens qui se battent pour la justice, la malédiction peut être brisée, le cycle peut être interrompu et un nouveau chapitre peut commencer. Amis, comment percevez-vous l'histoire de Gilberte Bécaud aujourd'hui? Était-il une victime de son époque et de son statut, ou était-il pleinement responsable de ses actes? Pensez-vous que Kitty Bécaud aurait dû parler, même si cela signifiait détruire sa famille? Et qu'en est-il d'Anne? Pensez-vous qu'elle cherchait la vérité ou qu'elle cherchait une forme de punition pour elle-même? Écrivez vos réflexions dans les commentaires. Nous voulons savoir ce que vous pensez. Vous souvenez-vous de Gilberte Bécaud dans votre ville, dans votre jeunesse? Était-il un héros pour vous ou simplement un artiste qui a payé le prix de sa célébrité? Mettez un like si cette histoire vous a touché et abonnez-vous à notre chaîne pour que nous puissions continuer ensemble à découvrir la vérité sur ceux qui nous ont inspirés, mais qui ont aussi souffert et fait souffrir dans le silence. Votre opinion compte pour nous.